De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus et nous sommes jeudi et le jeudi c'est anthropologie et nous recevons Nusere Kalala Omotunde, notre expert des humanités classiques africaines. Bonsoir monsieur Omotunde. Bonsoir. Alors avant d'en venir à notre thématique du soir sur la spiritualité africaine, on va expliquer un peu en quoi ça consiste pour les plus sceptiques. J'aimerais tout d'abord vous entendre sur une personne que j'affectionne particulièrement, il s'agit de Thomas Sankara. Thomas Sankara qui a été assassiné, vous le savez, en 87. Aujourd'hui, le 15 octobre 1987, il a été assassiné par Blaise Compaoré, son meilleur ami. Il était leader de la Haute-Volta. Je pense qu'il devrait être enseigné partout, même aux plus jeunes, parce que c'est un vrai modèle. Est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs pourquoi c'est un modèle? C'est-à-dire que la chose qu'il faut... Il y a des choses qui sont importantes avec Thomas Sankara. Effectivement, au départ, le pays s'appelait Haute-Volta et il a fait une réforme. Il l'a appelé le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et cette intégrité, il a fait en sorte que l'élite l'assume à tous les niveaux, à commencer par lui, son équipe de direction, donc du gouvernement, et véritablement, ça a suivi ce qu'on appelle un peu le ruissellement. Vraiment, tous les corps administratifs, tous les corps d'État ont suivi dans cette dynamique d'intégrité. Moi, ce qui m'avait particulièrement interpellé, c'est qu'en Angleterre, il y avait eu un article dans lequel Scotland Yard disait que avant l'arrivée de Thomas Sankara, il y avait un taux de corruption qui était le taux de corruption en fait d'un État qui fonctionne avec une domination coloniale, donc un taux de corruption relativement élevé. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que la dynamique que Thomas Sankara a mis en place et en incarnant cette dynamique d'intégrité, il a fait considérablement chuter le taux de corruption. Et que ça devenait difficile finalement d'avoir des intrusions dans les intérêts du Burkina Faso comme on l'avait autrefois, et d'avoir aussi le système de corruption des différents ministères et des différents organismes d'État. Même le train de vie fastueux de ces... Véritablement, c'est-à-dire qu'il a tout revu, il a fait une réforme en interne, en s'inspirant de certains modèles, notamment au niveau de la Chine, et en incluant aussi la dynamique des femmes. Parce qu'il a compris que les femmes, véritablement, ont non seulement l'expérience de ce genre de choses, mais ont hérité aussi d'une tradition, qui est la tradition de la femme qui est au centre, et qui régule et qui régente, en fait, le fonctionnement. Thomas Sankara qui a vécu jusqu'à la fin de sa vie avec sa maman. Voilà. Alors, il faut constater une chose, c'est que ça ne plaisait pas. Ça ne plaisait pas parce qu'il a commencé déjà à voir quelles sont les barrières qui empêchent véritablement le développement du Burkina Faso. Il a eu des prises de position à l'Organisation de l'Union africaine, notamment des prises de parole qui sont restées des prises de parole d'ontologie, sur lesquelles l'histoire lui a donné raison, mais c'est vrai qu'on dit que le fait de l'avoir dit seul, le fait de l'avoir dit avec sa arme de jeunesse, puisqu'on le considérait comme un président relativement jeune, donc avec la part de prise de risque. On sent d'ailleurs dans ses propos qu'il en était conscient, mais il avait à dire un certain nombre de choses et il les a dites. Il s'est avéré que Blaise, qui a pris la succession, est parti finalement comme un voyou. Il faut voir un peu comment les choses se sont passées. La roue a tourné. Oui, la roue a tourné. La petite chose qu'on constate, c'est est-ce qu'il y a eu vraiment le changement que la jeunesse, à ce niveau-là, du Burkina, attendait? On attend. En tout cas, on sait que la volonté de Sankara ne meurt pas, donc totalement. Elle est toujours présente. Ah oui, non, mais ça c'est quelque chose qui transcende, je dirais, tous les pays africains, même le monde panafricain. C'est-à-dire aujourd'hui, Thomas Sankara est un exemple. C'est un exemple parce que il a compris une chose, c'est-à-dire que il faut prendre en fait une éthique, c'est-à-dire faut donner déjà à son gouvernement une éthique. Et cette éthique, il faut tout simplement l'incarner. Et quand on incarne l'éthique et qu'on la transcende dans tous les corps d'État, on voit que tout le monde suit. C'est-à-dire que toute la population l'a suivi parce qu'il a donné une direction. Voyez, et c'est peut-être, je dirais, ce qui manque aux dirigeants d'aujourd'hui. C'est-à-dire on vient aux responsabilités, comme ils disent, mais est-ce qu'on imprime vraiment une dynamique dans laquelle tout le monde se sent concerné? Moi, je ne pense pas. Voyez. On a des carriéristes plutôt en politique.
C'est-à-dire plutôt des suiveurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas de gens vraiment qui prennent des initiatives, qui décident de lancer, je dirais, des corps de métier qui ne sont pas référencés dans tout ce qu'on appelle, d'une façon générale, les codes APE et autres. Parce que moi, je considère une chose qui est importante, c'est que nous sommes dans une zone tropicale. On a une réalité qui peut reposer et une culture qui peuvent permettre de générer une économie, une activité économique qui n'existe pas en Europe. Et la chose, c'est que la normalisation venant de l'Europe, il faut toujours trouver un moyen de faire entrer nos réalités dans des cases qui ne sont pas vraiment des cases faites pour nous et par nous. Et là, déjà, il faut avoir l'audace de dire, écoutez, les conventions collectives et autres, ça concerne une culture, une nation, une zone, donc les pays nordiques, mais nous, on a d'autres réalités. On a une autre histoire et puis on a une culture qui doit servir aussi à constituer ce qu'on appelle la charte idéologique du pays. Vous voyez ? Mais ça commence déjà par le nom, parce que la semaine dernière, vous nous parliez justement de Christophe Colomb. Totalement, et du rituel qu'il avait fait il y a toutes ces choses-là. Pour appeler la Guadeloupe. Là, c'était la Hall-Volta. La première chose qu'il a fait, c'est rebaptiser le pays. Oui, totalement. C'est comme au Zimbabwe. Au Zimbabwe, quand il a rappelé le pays, justement Zimbabwe à la place de la Rhodésie, c'était excellent. Donc ça, c'est véritablement une chose qui est importante, c'est de faire en sorte que déjà, au niveau du changement de nom, c'est tout simplement parce qu'on veut imprimer une dynamique nouvelle sur le plan idéologique, sur le plan philosophique et aussi sur le plan économique. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je ramène tout cela à notre réalité, c'est comment montrer à chacun qu'il peut participer à son niveau au projet commun. C'est pas le I want you des États-Unis où, je dirais, on vous fait rentrer dans une case qui a déjà été prévue par le gouvernement. Non, là, c'est tout simplement dire que chacun est doué d'une intelligence et chacun a son expertise dans la région du territoire où il habite. Et qu'à partir de cette expertise-là, on en a besoin pour non seulement consolider la dynamique collective, mais apporter des particularités qui vont créer un espace de réflexion. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la divergence des points de vue, y compris dans les corps de métier et dans les problématiques même du terrain, ça participe à une dynamique qui permet tout simplement, c'est vrai que l'Afrique le fait souvent par la palabre africaine, c'est de trouver un consensus. Et dans ces oppositions binaires, droite, gauche et compagnie, il y a très souvent la problématique du consensus. On est dans l'affrontement, mais on ne recherche pas le consensus. Et quand on est trop dans l'affrontement, c'est le pays qui est bloqué. Voyez, parce qu'il y a des oppositions idéologiques qui fait que le résultat, c'est que oui, il faut quand même se mettre ensemble. Maintenant, la deuxième chose que je disais justement dans une discussion par rapport à ça, c'est que la dynamique de la réflexion africaine sur les problématiques de gestion économique et gestion de société font que la palabre, c'est la possibilité de laisser chacun s'exprimer, y compris dans son désir d'opposition au projet présenté. Et s'il y a opposition, ça veut dire qu'il y a faille. Donc, quelle est la faille qu'il voit et comment on peut colmater cette faille ? Parce qu'à partir du moment où la décision a été prise, il n'y a pas ceux qui vont assumer la décision et ceux qui vont ne pas l'assumer et venir critiquer du fait en disant « à cette époque-là, je n'étais pas d'accord ». C'est ça que l'Afrique a réussi à créer. Moi, je ne vous cache pas qu'une fois, à Niger, on a fait une réunion en mettant comme modèle la palabre africaine. C'est quelque chose de très particulier. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le projet, c'est parce que pour cette personne, il y a une faille, il y a une problématique, il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment bien consolidé. Et qu'il faut donner le temps à cette personne de s'exprimer et de faire en sorte qu'un débat naissant de cette intervention va permettre de voir qu'effectivement, cette personne n'a pas tort, il y a bien une faille. Maintenant, comment on peut colmater cette faille et pas rester dans le principe de l'opposition politique. Ouais, bon, c'est les mecs de gauche ou c'est les mecs de droite, c'est normal qu'ils disent ça parce qu'il est de droite. Non, c'est ça qu'on a réussi quand même à éviter à ce niveau-là. Et Thomas Sankara, comme il a appliqué le modèle ancestral,
il s'est retrouvé finalement porté par sa population. C'est-à-dire que quand on voit la dynamique de résultats, il a eu des résultats dans un temps relativement court. En 4 ans, il a changé un pays. Bien sûr, et ça, Scotland Yard l'a noté. On dit, mais comment ça se fait qu'en si peu de temps, parce qu'il faut voir dans quel état il a hérité du pays. L'un des plus pauvres du monde. Mais bien sûr. Et la dynamique qu'il a insufflée avec la participation de tout le monde, comment il a aussi lancé la dynamique de scolarisation, de manière à faire en sorte qu'il y ait aussi une acquisition de savoir dans le cadre d'institutions qui sont gérées par le gouvernement. Et c'est vrai que, d'une façon générale, les observateurs extérieurs se sont dit, il ne faut surtout pas qu'il y ait un deuxième modèle Thomas Sankara qui soit appliqué à l'Afrique. Parce que si des modèles comme ça apparaissent par-ci, par-là, eh ben, ça risque de poser un problème. Et il voulait le généraliser, son modèle. Totalement. Moi, je dirais, vous savez, il m'a été donné une fois de participer à un débat sur Haïti, avec la problématique donc de Toussaint Louverture, de Saline, enfin à l'époque de la constitution d'Haïti, avec tout ce qui s'est passé. Moi, ce que je trouve de relativement intéressant, aussi comme modèle à générer, c'est le fait de bien se dire que l'on a une mission, on n'a pas des missions. Voilà, on a une mission, on n'en a pas des. C'est ça qui est... Il faut pouvoir se concentrer sur son objectif et pas se disperser. Et préparer la relève. Préparer la relève. C'est-à-dire que moi, je pense que dans des situations comme ça, il faut pouvoir générer une école de jeunes administrateurs du pays qui va se retirer. C'est-à-dire qui sera retiré dans l'intérieur et qui va avoir un code de fonctionnement de manière à faire en sorte que ces gens qui ont vécu, par exemple, 10 ans ensemble, on les met ensemble au gouvernement et ceux qui sont là s'en vont. Parce que quand vous avez des gens qui ont appris à se connaître, qui ont testé leur intégrité, qui ont un climat de confiance, qui savent qui est qui fait quoi et comment, ça fait que vous démarrez votre projet de gouvernement avec une espèce d'énergie collective qui permet en même temps, non seulement au-delà du fait de se comprendre, mais de fixer un cap dans lequel tout le monde va créer la dynamique pour l'atteindre, donc atteindre les objectifs, et faire en sorte que le monde derrière, la population derrière suive, parce que vous avez une nouvelle équipe dirigeante qui arrive et qui porte les espoirs du pays, mais qui a vécu en dehors du pays. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il a développé même une langue commune, c'est-à-dire des gens qui ont inventé une langue et qui peuvent parler cette langue-là en présence d'individus qui ne comprendront rien, mais entre eux, ils se comprennent. Vous voyez, c'est ça la chose. C'est-à-dire que quand je dis on a une mission, on n'en a pas des, c'est qu'à partir du moment où on veut faire trop de choses, on voit que finalement, non seulement on ne prépare pas la relève, mais la deuxième chose, c'est qu'on peut bien réussir une mission, mais 3 missions, c'est déjà un petit peu plus délicat. Donc autant se fixer la réussite d'une mission et de le faire bien et de préparer la relève pour la deuxième mission. Donc quand on a des politiciens qui prennent un tas de cabinets, ils sont maires, ils sont présidents d'agglo, ils sont ci, ils sont ça, c'est voie à l'échec en fait. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'ego. Il y a une dynamique collective qui manque. Il y a un climat de confiance qui manque. Il y a aussi cette ouverture à la jeunesse. Dans notre pays, on parle beaucoup, mais un jeune qui arrive avec ses diplômes a énormément de mal pour vraiment rester, je dirais, réaliser ses ambitions professionnelles. Et on voit que beaucoup de jeunes sont obligés de partir, et quand ils partent à l'étranger, très peu de temps après, ils ont déjà des offres qui correspondent à leurs besoins. La chose, c'est qu'on nous dit qu'on a toutes sortes de besoins. Et que, qu'on le veuille pas, on fait quand même partie des pays plus en voie de développement que des pays développés, en dépit de tout ce qu'on peut raconter. Donc ça veut dire qu'il y a des besoins en expertise à tous les niveaux qui sont importants, et il y a des dynamiques aussi en termes de créativité, parce que qu'est-ce que l'économie s'il n'y a pas une dimension créative dans sa pratique ? Vous voyez ? Qu'est-ce que la gestion s'il n'y a pas une dimension créative dans sa pratique ? C'est-à-dire qu'on veut fonctionner de façon trop académique dans des réalités qui ne sont pas celles de l'Occident. Et qu'il faut avoir cette part de créativité, c'est-à-dire l'objectif, il faut l'atteindre, mais en y incluant les éléments de notre culture, les paramètres de nos environnements, les forces et les faiblesses que nous avons, et puis apprendre à transformer nos faiblesses en force en créant une dynamique collective. Vous voyez, c'est ça qui est très particulier. Moi, c'est vrai que il y a des débats économiques auxquels je participais beaucoup avant, et aujourd'hui, pour moi, tout ça n'a ni queue ni tête. Pourquoi tout ça n'a ni queue ni tête ? Parce que
le modèle qu'on veut appliquer ne convient pas, mais on veut l'appliquer quand même. Donc, quitte à y aller au forceps, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire quelque chose. On sait que ce n'est pas applicable dans cette réalité, mais on va le faire quand même. La chose, c'est qu'il y a des Européens qui ne sont pas bêtes. Certains, dans certains débats, viennent me le dire eux-mêmes. Ils me disent, mais pourquoi vous ne créez pas un modèle qui serait plus adapté à votre réalité ? Vous voyez, c'est ça la chose. C'est-à-dire que, prenons la crise du coronavirus. Vous voyez, on a quand même des réalités en termes de plantes médicinales, on a quand même des réalités en termes de connaissance de la médecine traditionnelle. C'est-à-dire qu'on veut marginaliser systématiquement quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout simplement l'odeur du territoire colonial. Vous voyez, en Chine, on va accorder du crédit à la médecine chinoise. Vous voyez, mais quand on arrive chez nous, comme par hasard, on voit que ce qui devrait être justement les montgolfières qui portent vers le haut nos savoirs et on a Henri Joseph par exemple qui a le virapic machin, mais qui donne son point de vue, qu'on l'invite, vous voyez ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est très passif finalement. On est des enfants dociles et ce qu'il y a de très fort, et je le dirai toujours, c'est que moi ce que j'ai apprécié quand même avec M. Nicolo, c'est sa prise de parole. C'est-à-dire que quand il y a eu la soufrière, il a pris la parole face à Haroun Tazieff. Et M. Nicolo, il a dit une chose qui est très claire. Si on a un volcan, les experts du fonctionnement de ce volcan doivent être des gens de chez nous. Si on a des cyclones, les experts du fonctionnement des cyclones doivent être de chez nous. Parce que ça vient chez nous. C'est logique. Donc, mais c'est ça la chose. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont d'une évidence, qui ne sont pas dites. Et puis, il y a aussi une deuxième chose peut-être qui devient avec le temps problématique, c'est qu'on a, comme dit notre grand Patrick Saint-Éloi, il manque deux choses dans ce pays. Il manque un grand scientifique capable de poser les réalités, de dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Je dirais ce qui s'appelle l'audace. D'accord ? Parce que j'ai vu beaucoup de personnes faire preuve d'audace, me venir me dire après, bon, comme je trouve les subventions de l'État, donc je ne peux pas aller plus loin. N'est-ce pas ? Bon, toujours le même problème. J'attends un accord bancaire pour un prêt, donc pour tel laboratoire ou autre, je ne peux pas aller plus loin. Mais même des gens de l'Hexagone, parce qu'il y a des gens que j'ai quand même bien connus comme le professeur Bellepomme, il y a eu des discussions sur lesquelles qu'on a eu ensemble, et je vois bien qu'il y a cette problématique-là. Mais est-ce que c'est pas un peu de la corruption, monsieur Motunde ? C'est de la pression. C'est de la pression. Ouais, mais c'est de la pression. Il y a quand même de la rétention d'informations. C'est de la pression parce que moi, pour avoir discuté avec un certain nombre de personnes, quand vous avez... peut-être que vous êtes un peu aussi endormi dans un fonctionnement de subvention de l'État, et vous avez du personnel pour lequel il faut quand même payer les salaires. Donc vous vous retrouvez sous une forme de pression, parce que vous avez développé un laboratoire ou développé une unité de recherche. Vous êtes parti à 2 personnes, maintenant vous êtes à 20 personnes. Donc ça veut dire que vous avez quand même la responsabilité de 19 personnes et votre responsabilité à vous-même. Donc ça fait que la possibilité de faire pression sur vous, elle est beaucoup plus forte. Maintenant, ce qui se passe, c'est la problématique peut-être du modèle économique. C'est-à-dire qu'il faut, comme on a fait à Songhai, par exemple en Afrique, à la ferme Songhai, partir de subventions et réduire la part des subventions d'année en année dans le fonctionnement. En même temps, faire de la formation, que cette formation, ça soit aussi une possibilité de faire rentrer de l'argent. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de former des jeunes chercheurs dans la Caraïbe partout. Et cet argent-là permet de suppléer à des attentes de demande de subvention que vous avez. Ça, c'est ce que, je dirais en termes de modèle, c'est ce que tout le monde fait. Et on le voit, ça marche très bien en Afrique dans beaucoup de domaines, parce que les jeunes des autres pays viennent se former là pour avoir une expertise. Ils repartent avec un certificat, avec un diplôme, ce qui permet à la structure d'avoir un appel finalement de fonctionnement de façon autonome au lieu d'attendre des subventions. Puisque moi j'ai vu sur beaucoup de choses qui se passent, en fait ce sont des coups d'éclat, mais après le projet, surtout quand il a de bons résultats, il est très vite abandonné. Donc il faut penser le modèle économique qui permet d'avoir l'équilibre. Maintenant la deuxième chose qu'il y a autour de ça, c'est la dimension de la sagesse. Voyez ? Parce que, donc, un grand scientifique et un grand sage. Oui, il faut un sage. Je vais vous dire pourquoi il faut un sage. Parce qu'il y a des mouvements de panique en termes de pensée, surtout en ce moment où l'actualité elle est complètement folle. Les experts racontent tout et n'importe quoi, se contredisent à longueur de journée, et qui fait que, alors qu'on a besoin de poser le pied sur un sol ferme, on se retrouve sur du sable mouvant. Bon, alors c'est vrai que la sagesse, c'est quand même une chose qui est importante, c'est qu'il y a une chose que tout le monde voit, c'est le soleil,
Donc ça veut dire qu'il est possible de se repérer. Donc choisir l'information la plus positive et tirer de cette information positive un cheminement pour passer à travers, un peu comme disait Bob Marley, vous voyez, passer à travers les réalités compliquées, conflictuelles, en ayant tout simplement son cheminement interne. Je pense que les gens en ont besoin parce que c'est vrai que, vous savez, que ce soit la Guyane, la Martinique, Saint-Martin, quand vous avez les gens de toutes ces régions et que vous prenez le temps de parler, les responsables aussi d'institutions, on voit bien qu'il y a, même pour les jeunes qui sont à l'université, c'est quand même quelque chose, cette fin d'année 2020, on parlait du début d'année, donc je pense que la fin d'année est beaucoup plus complexe que ce que nous avons. Parce que le début d'année, on était confinés encore, bon, les réalités, on échappait à toutes ces réalités. Mais la fin de l'année, c'est là où les gens commencent vraiment à se rendre compte de cette problématique que c'est que de changer de mode de vie. Bon, après, je dirais que, vous voyez, pour terminer là-dessus, c'était la discussion de ce matin. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est-à-dire que quand un avion arrive dans une zone de turbulence, il va plus vite. Il accélère. Ah, il accélère. Parce qu'il sait pour en sortir le plus vite possible. Voilà. Et puis, tout simplement parce que la zone de turbulence, c'est une zone d'instabilité. Et ce qui veut dire que plus l'avion va vite dans cette zone d'instabilité, ça fait que cette instabilité extérieure n'a pas le temps de déstabiliser l'avion. Par contre, si l'avion va lentement, il y aura des trous d'air, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que je discutais de ça avec un pilote, je lui dis, mais tiens, j'ai remarqué qu'il y a cette accélération. Il m'expliquait ça. Ah ben, c'est un petit peu la même chose. Je pense que ce moment nous donne l'opportunité de mener une réflexion en interne. C'est pour ça que les ouvrages, par exemple, d'Annie Jarre, c'est important de profiter de ce moment-là. C'est pas pour faire de la promo, mais c'est parce que c'est de l'apport de connaissances nouvelles, de pensées nouvelles, de façon de voir le monde dans une positivité nouvelle, culturelle. Et je pense qu'on a besoin de se régénérer dans des moments comme ça. C'est aussi le moment de repenser son activité. Vous voyez, parce que moi, je suis quand même de formation conseil en activité stratégique, et les gens qui viennent me voir, je dis, mais c'est-à-dire les gens avec des problèmes, alors qu'en réalité, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais il faut sortir des fois de ces zones de confort et d'accepter cette digression, ce que j'appelle l'entreprise sismique. Vous savez, quand il y a un tremblement de terre, le bâtiment, on l'a mis sur des roulements à billes, il glisse. Donc le bâtiment n'est plus balancé de gauche à droite. Non, il glisse. Ah ben, il faut avoir des entreprises sismiques. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir placer son entreprise sous rodet et tout simplement transgresser comme ça de secteur d'activité, même si c'est de quelques mètres, mais de pouvoir ouvrir son champ de clientèle, ouvrir sa zone d'activité et puis regarder aussi son matériel de fabrication et se dire mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre avec ça ? Vous voyez, ce sont des réflexions que nous avons menées en interne avec Annie Jarre et beaucoup de gens ont vu qu'avec ce matériel-là, ils pouvaient faire ça, ça et aussi ça. Ce qui a permis de passer à travers cette zone de turbulence, tout simplement en mettant une dynamique de réflexion et une dynamique dans laquelle on va profiter aussi d'un brainstorming avec la famille. Papa a une activité, tout le monde le voit, les enfants et compagnie. Qu'est-ce que vous pensez de l'activité de papa et quelle idée que vous avez que papa pourrait mettre en place pour pouvoir faire ? Même chose pour maman. C'est-à-dire, c'est ça la chose. Parce que si on reste là, je dirais de façon passive et de façon réflexive sur le plan de l'actualité, les gens se démoralisent. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de démoralisation qui se crée, je dirais, automatiquement. Et de défaitisme aussi, on a un peu envie de baisser les bras, alors que ce n'est pas le moment. Clairement pas. C'est pas le moment. Au contraire, ce sont des. Vous savez, quand on est en changement d'air, tout ça, ça fait partie du changement d'air. On a quitté l'ère des poissons, on arrive à l'ère du Verseau. Ça s'appelle les grand chamboulement. Grand chamboulement. Le monde d'après ne sera plus que le monde d'avant. Je l'ai toujours dit, non. Exact. Donc, il faut comprendre que les choses ont commencé. Ceux qui n'y croyaient pas, il faut qu'ils se rendent compte que ce changement de société, ce changement de monde a commencé. Et que là, on voit que cette Amérique qui avait cette impression de puissance, aujourd'hui, c'est plus dans la case du cirque qu'on a envie de ranger les États-Unis aujourd'hui, parce que même les élections américaines, regardez comment les journalistes en parlent. Je pense que le pays fort maintenant, c'est la Chine. Que la Chine a pris la place des États-Unis. C'est pour ça qu'on n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop, parce qu'on voit, je dirais même le bloc asiatique. Oui, le bloc asiatique, c'est-à-dire qu'on sent que là, il y a une dynamique qui a été créée. Moi, ce que je trouve quand même qui est assez particulière, c'est que les champs opératoires pour la jeunesse ont été véritablement activés en Asie. Il faudrait aussi faire la même chose dans nos territoires, dans le monde panafricain d'une façon générale. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec Nusere Kalala Omotunde en plateau.
De retour sur le platine du jeudi anthropologie, nous sommes toujours avec Nusere Kalala Omotunde. En première partie, on parlait justement de Thomas Sankara, de ses actions pour le Burkina Faso, mais aussi du rayonnement de la philosophie politique de cet homme. Et maintenant, on va passer dans le vif du sujet avec Monsieur Omotunde, à savoir la spiritualité africaine. C'est quoi, Monsieur Omotunde? Voilà, alors je suis quand même ravi qu'on ait l'opportunité de parler de ça, parce que je m'aperçois qu'en fait, il y a une problématique qui relève pratiquement de l'escroquerie intellectuelle. Et ça, je le dis très clairement, il y a une escroquerie intellectuelle dans cette affaire-là, et je pense qu'il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Je ne dis pas, non pas auprès de ceux qui sont extérieurs au monde noir, puisque je dirais que, bon, on n'est pas surpris, parce que le jeu de voilà, on a l'habitude, ça fait 500 ans que ça dure, mais par contre au niveau des nôtres, parce que là, il y a quelque chose qui est problématique. C'est-à-dire que je constate, et ça je l'ai vécu encore dans une émission que nous avons fait sur un média hexagonal, que lorsqu'on parle de spiritualité africaine, la première chose qu'on vous dit, donc tu ne crois plus en Dieu. Ça veut dire qu'on a réussi, enfin le colonialisme a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est de sortir de l'Afrique la notion du créateur unique. Là, c'est extraordinaire. Parce que je peux vous dire une chose. Dans tous les débats théologiques, où vous avez des chercheurs, des égyptologues, des théologiens de différentes confessions et compagnie, il y a quand même une chose, au minimum, que tout le monde reconnaît, c'est que la notion d'un Dieu unique vient d'Afrique. Ils parlent d'Akhenaton. Mais Akhenaton, c'est quand même Afrique. Bien que, il y a quand même 3000 ans avant Akhenaton, on parlait déjà d'un Dieu unique. Et tous les textes parlent d'un Dieu unique. Mais au moins, il y a cette convention-là qui consiste à dire que le premier qui a ouvertement parlé d'un Dieu unique, c'est Akhenaton. Donc on ne devrait pas dire que la notion de Dieu est extérieure à l'Afrique. Bon, déjà. La deuxième chose qui est importante dans cette affaire, c'est qu'on a pris comme base le soleil. Et il y a un seul soleil dans le ciel, donc la chose, c'est que c'est la lumière du monde, oui, mais elle est unique. Donc il n'y a pas eu de polythéisme africain. Et là, je tiens quand même à être relativement précis. La tradition africaine, nous l'avons définie, et ça c'est le professeur Bilolo, en disant qu'il ne s'agit pas de polythéisme, il ne s'agit pas de monothéisme, il s'agit de mono-originisme. Voilà, c'est-à-dire c'est le mono-originisme. Donc la case du polythéisme qui était celle de l'antique tradition des Sémites, ne nous concerne pas. Parce que nous n'avons pas eu de conflit entre tel Dieu. Tout le monde a adhéré à l'idée que la manifestation du Créateur dans la création, c'est le soleil, qui se manifeste à travers toute sa création, et qu'à partir de là, il est l'unique. Bon. Et la deuxième chose, est-ce qu'on peut parler de monothéisme? Non. Nous, c'est le mono-originisme, et je vais prendre le temps de l'expliquer simplement. La première chose qu'il faut savoir, c'est que dans la tradition africaine, Dieu est androgyne, c'est-à-dire il est femelle et il est mâle. C'est pour ça qu'on dit la mère père primordial. Il faut savoir que sur le plan scientifique, quand un embryon naît, au départ, il est ni mâle ni femelle. D'accord? Et c'est tout simplement à la 8e semaine, après la 8e semaine d'ailleurs, vous vous rendez compte, après la 8e semaine, que le féminin va se dissocier tout simplement en ayant deux chromosomes X, et le masculin va faire un chromosome X, un chromosome Y. Mais on voit bien qu'au début de la gestation de la vie, tout humain est androgyne. C'est-à-dire tout humain est androgyne, c'est-à-dire qu'il a les deux. Vous voyez? Et la chose, c'est que le féminin a cette emprise relativement importante. Donc lorsque nos ancêtres disent que le Créateur est à la fois mère et père primordial, la science leur donne raison. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que nos ancêtres disent que le Créateur est à l'origine de tout, mais dans tout ce qu'il a créé, il a placé une parcelle divine de lui-même. Il est le seul à être la totalité. Tout le reste n'est que parcelle, c'est-à-dire l'être humain est une parcelle de la totalité divine. D'accord? Mais cette totalité divine possède, je dirais, le cœur énergétique, ce qu'on appelle le fluide énergétique qui anime la totalité de la création. Et donc, ce fluide énergétique, chaque être possède un millième de ce fluide énergétique. D'accord? Et donc, à partir de là,
que ce soit le monde végétal, le monde animal, le monde minéral, le monde humain, peu importe ce que vous voyez comme monde, vous allez constater toujours une chose, il y a toujours de l'énergie, il y a toujours de la vibration. Et cette énergie, cette vibration, prenons la mécanique quantique. Qu'a révélé la mécanique quantique? La mécanique quantique a dit que comme tout est issu du même placenta, c'est-à-dire le noyau du Big Bang, et tout s'est dissocié depuis le Big Bang, on constate que tout ce qui existe a quand même un fluide qui revient vers le point originel du Big Bang. Donc ce qui montre bien que quand on parle de fluide énergétique, la théorie quantique et de physique du Big Bang retient qu'effectivement il y a de l'énergie dans tout, mais que cette énergie tend dans son origine toujours vers le point originel qui est le Big Bang. Donc je dirais jusque-là, on n'a fait que de la science. Et ça, c'est très important. Parce que je dirais que à partir de là, on a considéré que le Créateur a créé l'homme et la femme. Il n'y a pas de dissension entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, il y a une complémentarité qui s'exprime pour tout simplement donner la vie. Mais la femme, il n'y a pas d'interdit de la femme dans la société. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en Afrique, il y a toujours eu des reines. Il y a eu des femmes qui ont été chefs des armées. Il y a eu des femmes qui ont été chefs religieuses. C'est-à-dire le titre de pape, allez mettre une femme au Vatican aujourd'hui, vous allez comprendre le problème dans la dimension nomade et patriarcale. Les nomades... Une femme président en France? Voilà, les nomades patriarcaux, ce sont des peuples qui se sont sédentarisés récemment. Ce sont les sémites, c'est-à-dire les juifs, les arabes et les européens, qui se sont sédentarisés récemment. Quand ils se sont sédentarisés, c'est auprès de peuples qui étaient déjà sédentaires depuis des millénaires et qui pratiquaient l'agriculture. L'agriculture a toujours eu une divinité féminine. C'est Déméter, donc c'est Isis en Égypte, qui a donné Déméter, donc en Grèce, c'est l'émanation d'Isis, qui a donné Cérès, donc dans le monde romain. Donc on voit que pour ce qui concerne la nature, la terre, la vie, ce sont des féminins. D'accord? Bon. Donc le féminin donne la vie, le féminin donne l'énergie, le féminin permet le mystère des mystères. C'est quel est le mystère des mystères? Permet à la matière d'être pénétrée par l'esprit. C'est-à-dire que c'est dans le corps du féminin, dans le corps d'une femme, que l'esprit rencontre la matière. D'accord? Ça, il faut le savoir. L'esprit rencontre la matière dans le corps d'une femme, dans le ventre d'une femme, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que cette énergie qui sort sous la forme de vie, le masculin va lui donner une direction. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle tout simplement les confréries initiatiques, où on va tout simplement commencer maintenant à donner à l'individu qui naît le sens de son existence. D'accord. Quel est le sens de cette existence? Il faut savoir que l'homme est apparu à un moment très important. C'est le moment où l'ordre a vaincu le désordre dans toutes les dimensions du visible et de l'invisible. Donc c'est pour ça que l'homme apparaît dans un temps régulé, des espèces qui sont formées, et une gestation de la nature qui est parfaite, avec des saisons, avec des rythmes, avec des animaux, avec des choses différenciées. Donc l'homme apparaît comme une équation parfaite de l'univers, c'est-à-dire il n'y a pas de désordre lorsqu'on regarde l'être humain. C'est une symétrie bilatérale parfaite, et tous ses organes fonctionnent. Il est doué de matière et d'esprit. Cette matière va lui donner tout simplement le goût et autres, mais l'esprit va lui donner ce qu'on appelle le discernement et l'élévation spirituelle. D'accord? Tout ça, ce sont des choses très importantes. Mais là-dessus, l'homme, dans sa démarche, va découvrir une chose. C'est que le Créateur, il a créé par l'intelligence. Son intelligence s'appelle Sia. Donc, par un enseignement dans la confrérie, il faut lui conférer l'intelligence de quoi? L'intelligence du fonctionnement de la nature et de sa relation dans le monde visible et invisible. Pourquoi? Parce qu'il est le gardien de cette relation. Vous savez que dans la tradition africaine, Dieu dit qu'il est important que les humains soient le plus intelligents que possible. Pourquoi? Parce que la création est complexe. Et comme l'humain doit être le gardien de cette création, la création, ce n'est pas un parc d'attractions, on n'a pas à faire des zoos et s'amuser avec les animaux, c'est-à-dire on est garant d'une réalité transcendante qui possède en elle cette étincelle divine du Créateur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas fabriquer un manguier et décider que le manguier va porter des mangues quand vous le souhaitez. Parce que l'énergie divine du Créateur s'en va. Vous avez des mangues, oui, mais il n'y a plus d'énergie divine du Créateur à l'intérieur. D'accord? Donc ça, ce sont des choses importantes parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Maintenant, tous les termes par lesquels on appelle Dieu aujourd'hui, quand vous dites que vous l'appelez l'Éternel, je tiens quand même à rappeler, plus de 2500 ans avant le texte juif, Dieu est appelé dans les textes sacrés africains Néhéhé. Néhéhé, ça veut dire l'Éternel. D'accord? Quand on dit Nepet, ça veut dire le Seigneur du ciel.
Nisutiri Empet, le royaume de Dieu est au ciel. C'est-à-dire, il faut apprendre à lire les Medunechea, les hiéroglyphes, et à voir ce qui est écrit. Quand il dit je suis le Seigneur Tout-Puissant, tout ça, ça vient de l'Égypte. Je suis le Créateur Imta. Donc, il ne faut pas venir. Quand on dit Amen, Amen, c'est le nom de Dieu en Afrique. Il faut le savoir. Amen, c'est le nom de Dieu. Posez-vous la question pourquoi les gens parlent de Jéhovah, ils ne terminent pas la prière en disant Jéhovah, en inventant ainsi soit-il, qui est vraiment burlesque, parce qu'en égyptien ancien, Iret Mikreper, ça veut dire ainsi soit-il. C'est-à-dire que quand vous avez un texte sacré, ça se termine par la locution Iret Mikreper. Iret Mikreper, c'est ainsi soit-il. Donc, et le texte parlait du Dieu sous le nom d'Amon. Alors vous avez un Dieu qui s'appelle Amon, donc Amen, qui termine son texte par Iret Mikreper, qui veut dire ainsi soit-il, et le gars reprend le texte, il reprend le même texte, il change le nom du divin et il termine par Amen. C'est une entourloupe. Il faut être quand même un peu sérieux, vous voyez. Donc tout ça font que les choses sont quand même de l'ordre du burlesque. La deuxième chose que je constate, c'est que quand on va dans l'Afrique impériale, on va dans les grandes confréries initiatiques, d'accord, que ce soit au niveau du vaudou, que ce soit au niveau du Komo, donc toutes ces traditions initiatiques, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les noms de Dieu sont des noms extraordinaires. Quand vous avez le nom, par exemple, Mawe Janjila, dans le royaume Congo, Mawe Janjila, ça veut dire celui qui contient tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas encore. Pourquoi? Parce que le principe, c'est que Dieu ne crée pas spontanément. Il doit penser tout élément qui va faire apparaître dans la création, parce qu'il ne faut pas déséquilibrer l'équilibre. Et cette chose qui doit arriver doit avoir une nature énergétique, une fréquence énergétique, et doit boire et doit manger. Et nous savons très bien que la baleine, même si elle est grosse, elle va manger du phytoplancton. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas créer comme ça en claquant de doigts. Donc, il y a le principe de la gestation de la création qui se fait dans le cœur. Mais quand on met notre grain de sel justement dans la création et qu'on vient à modifier un peu les circuits naturels. Alors, il faut savoir une chose. Moi, sur cette question, j'en ai parlé à un grand initié du vaudou haïtien. D'accord ? Du vaudou du Bénin, pardon. Et la chose, c'est que comme on a eu l'occasion de le recevoir en Guadeloupe, moi je suis parti dans la nature avec lui. Il y a beaucoup de choses qu'il m'a expliquées. Et je vais essayer de témoigner de choses simples. D'accord ? Nous sommes en fait le dernier être vivant à avoir été créé. C'est-à-dire que tout a existé avant nous. Et dans tout, il y a de l'ordre. D'accord ? Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les textes disent que le Créateur a créé à partir de son cœur. C'est-à-dire son projet de création, il a pensé dans son cœur. Et dans son cœur, il a mis la forme parfaite. C'est-à-dire quand vous regardez les plantes, les mathématiques fractales, par exemple, quand vous les appliquez dans la nature, vous vous rendez compte que c'est une symétrie parfaite, tout est parfait. D'accord ? Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'énergie transcendante du Créateur dans la création. Et je vais expliquer une chose pour que vous compreniez. Pour que quelque chose fonctionne, il faut qu'il y ait de l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, ça ne peut pas fonctionner. Pour que nos organes fonctionnent, il faut qu'il y ait de l'énergie. Vous savez, votre téléphone portable, vous le branchez, vous le chargez. Votre ordinateur, vous le chargez. La chose, c'est que si nous fonctionnons, il y a forcément une charge. Et l'investigation que j'ai menée à partir de la tradition africaine, pour dégager la dimension scientifique, a donné que l'arbre, quand il est planté dans le sol avec ses racines, le sol, c'est de l'électricité positive. Les feuilles de l'arbre qui captent les photons de lumière qui viennent du soleil, c'est de l'électricité négative. Donc ça veut dire que finalement, cet arbre qui porte des mangues fonctionne comme une pile. Donc si ça fonctionne comme une pile, c'est alimenté en plus et en moins, c'est qu'il y a bien quelque chose qui va charger l'énergie. Qui va stocker l'énergie. Et qu'est-ce qui va stocker l'énergie ? C'est le fruit. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le fruit a un temps d'exposition solaire qui est très important. Parce que vous savez très bien que si vous n'avez pas attendu que votre téléphone portable soit chargé, vous l'enlevez à 50%, il va se décharger beaucoup plus vite. Mais si vous avez laissé charger à 100%, quand vous allez l'enlever, ben là, la charge va durer. C'est la même chose pour une mangue. Si vous avez mis une exposition qui est beaucoup plus courte, l'énergie va tout simplement vider la mangue beaucoup plus vite. Mais si vous avez donné le temps d'exposition prévu par le Créateur et par la nature, donc dans cette démarche-là, vous avez une mangue qui est complètement chargée. Donc ça veut dire que quoi ? La mangue vous donne deux choses. La mangue vous donne des nutriments, c'est-à-dire ce qu'on appelle les vitamines, mais la mangue vous donne de l'énergie. Parce que si votre estomac doit synthétiser les vitamines de la mangue, il faut qu'il y ait de l'énergie dans l'estomac. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de santé, on parle de vitalité. D'accord ? On ne parle pas de santé, on parle de vitalité. C'est très important. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on mange de la nourriture donc qui n'est pas chargée énergétiquement. C'est pour ça qu'on va à la pharmacie tous les 2 jours. Donc ça, c'est important. D'accord ? Donc cela, il faut comprendre une chose dans cette démarche-là. Il y a des choses, par contre, qui sont à l'opposé de toutes les autres théories
et qui repose sur une réalité fondamentale. On ne prie pas Dieu parce que nous sommes divins. On se prie soi-même? C'est-à-dire, c'est comme si on se priait soi-même. Soit on est des êtres divins, soit on ne l'est pas. On a été créé par le Créateur divin, on est de fait divin. Donc l'Afrique ne conçoit pas la notion de prière, ne conçoit pas la notion de chapelet, ne conçoit pas la notion de neuvaine. Parce que ça veut dire que tu mets en discussion ta divinité. D'accord? Donc les choses sont totalement différentes. Ça, c'est des choses fondamentales à ce niveau-là, parce qu'il faut arriver à le comprendre. Ah ben, Zébris me disait hier, par exemple, qu'on ne devrait pas dire qu'on a une âme, on devrait dire qu'on est une âme. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire qu'on est une étincelle de lumière. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque être, mais pas que l'homme, hein, le Créateur a mis une étincelle, ce qu'on appelle le hak, voyez? Et je vais vous dire une chose, dans les textes sacrés africains, chaque fois que le hak se retrouve au paradis, ça s'appelle un béatifié dans les textes chrétiens. D'accord. Puisque comme c'est les mêmes textes, on a juste changé le machin, on voit bien que le mot hak dans le texte égyptien est choisi par béatifié. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont relativement importantes. Maintenant, je vais vous dire une chose qu'il faut quand même savoir. Vous avez une pièce dans laquelle circule de l'énergie. Mais cette énergie, il faut un interrupteur. Et il faut quelqu'un qui vous explique comment fonctionne l'interrupteur. Ah ben c'est ça. Les divinités, c'est ça. Quand on parle de divinité vaudou, quand on parle de divinité égyptienne et compagnie, ce sont tout simplement des êtres qui ont été envoyés pour vous expliquer que ça, c'est un interrupteur. Quand tu fais ça, ça s'allume, ça allume la lumière. Quand tu fais ça, ça éteint la lumière. Mais ça allume et ça éteint la lumière. Où? En toi, hein. Quand tu fais ça, tu éteins la lumière en toi. Quand tu fais ça, tu l'allumes. C'est-à-dire, tu mens, tu éteins la lumière. Tu dis la vérité, tu allumes la lumière. Donc, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On constate que quand je prends un élément, par exemple, qui est issu de la transformation. Prenons par exemple une canette. Cette canette-là, je la jette dans la nature. Au moment où je la jette dans la nature, il y a deux actes qui sont commis qu'il faut comprendre. J'ai jeté un élément matériel dans la nature, mais j'ai jeté aussi un élément énergétique en moi. C'est-à-dire que il y a un double jeu, c'est ce qu'on appelle le secret de la création. Et c'est très important ce que je dis, parce que quand il y avait les réunions à Paris sur la COP 21 et compagnie, c'était de ça genre de discuter avec les gens. Je leur dis faites très attention, parce que vous êtes piégés. La Terre me permet, par son fonctionnement, de savoir exactement ce que vous avez dans le cœur. Parce que ce n'est pas la Terre qui est polluée, c'est votre cœur qui est pollué. Donc quand tu jettes la canette... Ah oui, il y a un double jeu qui se fait. C'est-à-dire que regardez bien tous les mots de pollution, il n'y a pas de langue africaine qui parle de la pollution. Même en Guadeloupe, tous les mots de pollution sont des mots français. Peut-être créolisés, mais on n'a pas de mots dans nos langues maternelles pour dire poubelle. Hein? Ça n'existe pas, parce que cette notion-là n'existait pas chez nous. Hein? Donc il faut bien le comprendre. Pourquoi? Parce que tu vas mettre dans la nature un corps étranger à la présence de la nature dans ce lieu-là. C'est-à-dire, il faut imaginer que c'est un lieu dont l'équilibre énergétique est parfait, et tu mets quelque chose qui va déséquilibrer cet équilibre. Mais au moment où tu penses l'avoir fait et ne pas avoir d'incidence, en fait, il y a un retour, je ne dirais pas un retour de bâton, mais c'est la problématique des lois. Un retour énergétique, donc, ce cas-là? Ah oui, totalement. C'est ça la chose. C'est que de l'autre côté, tu t'es pollué toi-même. C'est-à-dire l'énergie que le lieu a perdue, cette chute énergétique, tu vas la recevoir. Donc c'est pour ça que moi, c'est ce qui m'a beaucoup interpellé. Et je ne vous parle pas que les gens le savent. Moi, j'ai été voir l'Office des forêts et je leur ai dit, je voudrais organiser une rencontre entre vous, Office des forêts, et les grands initiés africains, pour que vous puissiez comprendre comment ils parlent de la forêt. Parce que vous parlez de la forêt comme des Occidentaux. Vous n'avez aucune notion culturelle de ce que c'est que la forêt. Et si vous êtes des forêts, machin, il faut arrêter quand même. On est en Guadeloupe, on n'est pas en Belgique. Je comprends qu'un garde forestier... Et même en Belgique, ils vous disent que les arbres parlent, il y a tout ça maintenant. Hein, en Allemagne aussi, il y a un livre qui a fait des millions de ventes où on dit que les arbres parlent et compagnie. Mais je vais vous dire une chose. Le plus beau dans tout cela, c'est cet enseignement-là. Un vieux prend un jeune initié, un enfant, et il lui dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Et l'enfant, il dit, je vois des arbres, je vois des oiseaux. Il dit, oui, mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois le ciel, je vois les... Qu'est-ce que tu vois? Et l'enfant, il dit, je vois la création. Et le vieil initié dit, d'accord. Et il dit, mais qui a créé la création? Et l'enfant répond, le créateur. Il dit, d'accord. Et comment le créateur a créé la création? Il dit, avec la parole. Il dit, donc, qu'est-ce que tu vois? Et le petit enfant répond au grand prêtre, donc Kamit,
tout simplement la parole du Créateur. Et il dit, mais où tu dois être pour être à l'écoute de la parole du Créateur? Et l'enfant répond, ben, dans la création. Donc il dit, ben, viens, on va dans la forêt. Arrivé dans la forêt, il dit, quel est le premier enseignement que te donne le Créateur? Il dit, mais c'est bizarre parce que tout est vers la verticale. C'est-à-dire que ça part du sol et ça monte vers le ciel. Tout s'élève. Donc, il dit, tu vois, la première loi, c'est pouvoir à son élévation. C'est-à-dire, peu importe là où l'arbre sort dans la forêt, il peut même sortir sur un rocher, mais il va faire des racines, il va chercher la terre et il pouvoir à son élévation. Quelle est la deuxième loi? Porter des fruits. C'est-à-dire que si tu cherches les fruits de ton intelligence, tu vas remarquer que quand tu cherches les fruits d'un arbre, tu dois lever la tête. Donc, ceux qui ne font pas d'efforts pour upgrader leur intelligence, pour pouvoir porter des fruits pour demain, aux jeunes générations, ben vont se retrouver à tourner en rond, d'abord en eux, et puis finalement vont tourner en rond dans leur vie. Parce qu'il faut tout simplement comprendre que la deuxième loi, c'est porter des fruits. Et la troisième loi, c'est quoi? L'arbre, quand il porte des fruits pour tout le monde. Ce n'est pas des fruits qui sont cachés sous son bras. Il porte des fruits pour l'anolie, pour l'oiseau, tout ça. Donc ça veut dire que ces fruits-là, que l'Afrique a portés, les mathématiques, les sciences, la médecine, la théologie, tout le monde était bien content pour les retrouver. La chose, c'est que personne ne veut avouer que ça vient du continent africain. Et qui plus est, sur le plan de la spiritualité, on salit le continent africain. Donc ça ne se fait pas. D'accord? Maintenant, la troisième chose qui est importante. Si les guides spirituels nous expliquent comment fonctionne l'interrupteur, il y a quand même une chose, c'est que si je ne peux pas m'adresser au Créateur en disant « Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, donne-moi une voiture », ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est le garant de l'équilibre stellaire de tout le fonctionnement de l'univers. Et il y a des milliards et des milliards et des milliards d'êtres qui sont issus de lui. Donc il est occupé. Il est occupé à gérer la technostructure. Vous savez, je vous prends un exemple très simple. Vous savez que le code de la route, ça a été créé par Rousseau. Mais Rousseau, il a créé le code de la route et tout simplement, ça permet aux gens, en prenant leur voiture, d'aller d'un point A à un point B sans mettre leur vie en danger et sans mettre la vie de personne en danger. La spiritualité africaine, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on vous donne le code de la route de la vie, ce qui vous permet de découvrir quoi? En faisant fonctionner votre voiture, de faire l'expérience de votre divinité et d'accomplir vos propres miracles. D'accord? Mais sauf que c'est une dimension sur laquelle l'Afrique est très silencieuse. C'est-à-dire que vous allez parler à un chrétien machin, on a l'impression d'être devant un spot de publicité. Oui, Jésus a fait des miracles, machin. Mais est-ce que tu sais quand même le nombre de miracles qui se font en Afrique dans les traditions, dans les confréries et compagnie? C'est le silence total parce que, tout simplement, ça s'appelle l'humilité. Vous voyez, les gens sont très humbles. Quand vous allez voir les vieux, vraiment, en Afrique et parler avec eux de ces choses-là, les gens sont très, très humbles. Ça, c'est très important. Mais je tiens quand même à souligner une chose. C'est-à-dire qu'il y a les ancêtres. Alors, la notion d'ancêtre, pourquoi nous en sommes à la notion d'ancêtre et pourquoi les Européens parlent d'archanges et compagnie? Tout simplement parce que ce sont des nomades. Et les nomades, quand vous avez un parent qui meurt, il faut continuer la route. On l'enterre et on continue. Mais sauf qu'il faut faire une libation 3 jours après, tu as déjà fait 120 km, donc tu ne peux pas revenir en arrière. Donc c'est pour ça qu'ils sont devenus des mythomanes, c'est-à-dire ils ont inventé des mythes et des personnages légendaires, et à force de répéter, voilà la mythologie romaine, la mythologie. Mais l'Afrique a la notion d'ancêtre. Et l'ancêtre, quand il est divinisé, vous avez quand même son sang dans vos veines, il a le choix. C'est-à-dire que soit il reste au paradis, soit il a son acte, son esprit divin qui est au paradis, et il accepte de revenir pour être votre ancêtre gardien, votre guide. Et c'est à lui que vous allez demander vos choses personnelles. C'est-à-dire qu'on fait des hymnes. Moi, quand je m'adresse au Créateur, je le remercie pour tout ce qu'il fait, pour toutes les formes de vie qui sont issues de lui. Et je le remercie pour tout ce qu'il va faire sur la Guadeloupe quand le soleil se lève à l'est. Pour les oiseaux, pour tout ce qui vit, pour tout ce qui vibre. Mais la chose personnelle, c'est avec l'ancêtre. Voyez, et c'est ça qui est important. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que ceux qui ont fait cette démarche-là dans la raison ne reviennent pas en arrière. Et je vais vous dire pourquoi. Quand vous avez appris à conduire votre voiture, vous ne remontez plus dans le bus. Merci beaucoup en tout cas, voilà, monsieur. C'était important de le spécifier. On n'a pas pu faire le cours en intégralité, on le poursuivra. On le poursuivra la prochaine fois, c'est pas grave. La prochaine fois, mais en tout cas merci pour ces éclaircissements sur Thomas Sankara, mais aussi sur la spiritualité africaine. Et que l'esprit de Thomas Sankara nous inspire quand même ici. Ah oui, mais j'espère qu'on en a besoin. J'aurais bien aimé l'avoir comme ancêtre gardien. Franchement, ce serait vraiment pas mal. En tout cas, intéressez-vous à l'homme, c'est le jour anniversaire de sa mort. Sincèrement, intéressez-vous à cet homme, à son
son parcours, à ce qu'il a accompli en 4 années seulement au Burkina Faso. Il montre effectivement que les grands changements sont possibles, mais il faut savoir faire preuve d'intégrité et de respect. Ce sont deux valeurs qui le portaient. Merci beaucoup, monsieur Boutoukle. On se voit la semaine prochaine. Chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous demain pour une prochaine tranche info et à jeudi prochain pour un jeudi anthropologie. Bye.